Comment calibrer votre écran de monitoring pour DaVinci Resolve, deuxième partie. Bienvenue sur cette deuxième partie consacrée à la calibration d'un écran de monitoring pour DaVinci Resolve. Alors tout de suite, si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous suggère d'arrêter cette vidéo et d'aller voir la partie 1, puisqu'il y a bien sûr des informations que j'ai données dans la partie 1 que je ne vais pas redonner dans la partie 2, forcément. Dans la première partie, nous avons parlé plus particulièrement d'un moniteur qui était connecté directement à l'ordinateur. Que ce soit un moniteur de type 8 bits, ou un moniteur de type 10 bits à calibration hardware. Donc je rappelle rapidement, mais pour plus de détails, je vous engage encore une fois à retourner dans la partie 1, mais je vous rappelle que quand un écran est connecté à un ordinateur, s'il est en 8 bits, sa gestion se passe par la carte vidéo, donc ça va être un profil ICC, que vous soyez sous Mac ou sous PC. La différence sera sous PC, n'oubliez pas de vous mettre en ICC version 2 et en Mac ICC version 4, voilà. Mais toujours est-il que dans ces cas-là, c'est un profil ICC. Si c'est un écran à calibration hardware, c'est différent puisque la calibration sera gérée à l'intérieur de l'écran. Ici, on va s'intéresser à une autre situation, la situation où vous avez connecté une carte Blackmagic. Donc ça va être une carte Decklink ou un Ultra Studio. Alors, je vous rappelle, parce que ça peut vous aider, que si vous avez changé de station, par exemple, et que vous aviez une carte Decklink de type PCI, il est tout à fait possible d'aller installer une carte PCI dans un boîtier type sonné, de manière à pouvoir continuer à utiliser votre carte sur un ordinateur avec par exemple une connexion USB-C, si par exemple vous avez pris un Mac mini, c'est tout à fait possible. Voilà. Toujours est-il que dans le cas où vous avez installé une carte Blackmagic, la gestion de la colorimétrie n'aura plus rien à voir, on n'est plus du tout en profil ICC, quel que soit l'écran que vous connectez dessus. Pourquoi? Parce que cet écran n'est plus reconnu par le système, il est détaché du système de l'ordinateur, la gestion est faite par la carte, d'accord? Donc, concrètement, si vous avez un écran à calibration hardware, vous allez pouvoir bénéficier d'une calibration dans l'écran. Si vous n'avez pas d'écran à calibration hardware et que vous voulez aller assez loin, la seule et unique solution, c'est de créer une lutte 3D que vous allez pouvoir soit placer dans Resolve, dans les préférences de Resolve, on a un dossier exprès pour ça, pour la gestion des luttes, soit il vous faudra une box comme celle-ci par exemple, qui vous permet de mettre la lutte à l'intérieur, et auquel cas, la correction se fera par le flux qui passe à travers la box lutte. Alors, on va aller regarder dans les préférences si la carte est bien présente, elle est activée. Voilà, et vous voyez que vous pouvez ici choisir, bien sûr, la définition, selon ce qui est possible avec la carte que vous avez connectée, mais pensez toujours à bien vérifier cette partie de l'extension, de l'application en fait, qui gère votre carte et qui se trouve dans les extensions, dans les préférences système, de manière à ce que ça se passe bien après dans DaVinci Resolve. Lorsque j'ouvre DaVinci Resolve, donc là on est sur un Mac mini, avec un Big Sur derrière et un Resolve 17, et vous allez voir qu'ici aussi il y a un travail à faire. Alors je vais faire ça. Vous devez ici dans les préférences, vous devez aller choisir la carte. Oui, c'est ça, voilà. Ici, Monitor Device, Save. Et vous devez relancer Resolve dans ces cas-là, pour que ça apparaisse. On va commencer déjà par la chose la plus simple, avant de commencer à vous parler des luttes 3D, qui est un écran à calibration hardware. C'est un très très bon choix. Il faut savoir que par exemple, il y a même des outils
les outils très haut de gamme, donc de chez Kalman, Spectracall ou Light Illusion, donc avec maintenant Color Space, puisque avant ça s'appelait Light Space, maintenant c'est Color Space. Ces grands outils sont capables, ces grands outils, puisque c'est vraiment le top du top en outils de calibration, eh bien ces outils sont capables, sur des écrans Bank, et aussi des écrans d'autres marques d'ailleurs, mais sont capables d'aller tirer une lutte 3D et de l'infuser dans les entrailles de l'écran. Hein. Donc on peut aller très très loin en calibration hardware. Je vous rappelle que si vous allez louer un écran qui a été calibré et que vous le prenez pour le mettre sur votre station, vous êtes dans ce schéma-là. Hein. Dans le concret, lorsque vraiment votre chaîne, vos câbles, tout marche bien, c'est transparent, hein, vous n'avez pas de souci. Hein. Par contre, en effet, ce qui est beaucoup moins transparent, c'est le fait d'utiliser les paramètres, vos conditions de travail pour spécifier des informations lors de la création de sa lutte 3D dans l'écran, hein, qu'on va intégrer dans l'écran. Hein. Pour ce qui est des écrans de type, par exemple, Bank, hein, les écrans haut de gamme, je vous rappelle tout de même, parce que c'est une question parfois que les gens se posent, qu'il y a des presets. Alors les presets ne sont pas faits comme ça en usine, à la chaîne. Hein. Chaque écran haut de gamme, chez Bank et chez aussi toutes les autres marques qui font des écrans très haut de gamme, hein, concrètement. Chaque écran est analysé à la sortie, à la fabrication, et vous avez d'ailleurs dans votre boîte, dans votre carton, vous avez une petite enveloppe avec les résultats, non pas des écrans, mais de l'écran qui est dans la boîte. Hein. L'écran, vous avez les résultats, et tous les presets qui sont à l'intérieur, Rec 709, DCP3, Adobe RVB, ont bien été faits par rapport à l'analyse qui a été faite pour votre écran. Donc évidemment que quand vous l'achetez, je précise, si jamais vous avez besoin d'utiliser le preset par exemple DCP3, il ne sera jamais dans les choux, il sera bon, hein, mais il faut quand même rappeler qu'il a été fait par rapport à une norme. C'est-à-dire que si vos conditions de travail ne sont pas sur cette norme, fatalement, cette calibration ne sera plus valable, hein, entre autres au niveau de la luminosité en candela et au gamma. Hein. Et autre point, c'est bon quand ça sort d'usine. Les écrans bougent, les écrans vivent. Donc fatalement, qu'une calibration qui a été rentrée lors de la sortie usine, quand vous allez utiliser votre écran et qu'il va avoir une usure, cette calibration, elle ne bouge pas, elle n'évolue pas, elle reste comme elle était en sortie d'usine. Donc au fur et à mesure, ce preset n'est plus juste, du moins il n'est pas aussi juste qu'il peut l'être quand il sort d'usine fatalement. Donc vous avez toujours intérêt à refaire une calibration personnelle, mais je tiens quand même à vous le rappeler parce que dans le cas où votre écran est récent et que tout d'un coup vous avez besoin de regarder à travers un autre type d'espace, les espaces qui sont dans les presets des écrans haut de gamme ne sont pas des espaces qui ont été mis sur toutes les dalles au passage de la chaîne, hein. Non, non, ils sont sortis après avoir une analyse de votre écran. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une analyse et de là sont générés les différentes presets et ils sont infusés dans l'écran. Hein, voilà. Entre deux dalles, en d'autres termes, ce n'est pas la même calibration qui est entrée à l'intérieur, voilà, pour être plus simple. Je rappelle ça parce que parfois on a ce côté de dire oui, mais on est très loin. Non, c'est pas vrai. On n'est pas très loin quand on a un écran qui est neuf. Mais c'est vrai que quand vous allez la faire chez vous, dans vos conditions, vous êtes beaucoup plus juste. Est-ce que c'est plus intéressant d'aller utiliser, je dirais, la calibration hardware, ou est-ce qu'il est plus intéressant d'aller tirer une lutte 3D ? Du moins une lutte 3D que vous allez infuser dans DaVinci Resolve, voilà, dont l'analyse va passer à travers le flux de DaVinci Resolve. On verra dans cette deuxième partie, je vais vous présenter un outil gratuit que vous pourrez télécharger et que vous allez pouvoir utiliser pour créer vos propres luttes 3D d'affichage que vous pourrez utiliser dans DaVinci Resolve ou d'ailleurs avec d'autres logiciels ou d'autres équipements, on va dire. Est-ce que c'est plus intéressant ? J'aurais une tendance à vous dire que ça dépend quel flux. Si je devais vraiment être pinailleur, je vous dirais que lorsque vous utilisez, lorsque vous faites une bonne calibration pour un écran 10 bits avec le bon outil, l'outil de la marque, vous arrivez à un niveau qui est, je pourrais dire, légèrement flatteur, un tout petit peu flatteur, quand vous le branchez directement sans carte Blackmagic. D'accord ? Lorsque la gestion passe par une carte Blackmagic, on se retrouve à avoir un résultat qui est peut-être un tout petit peu moins flatteur, un tout petit peu moins saturé. D'accord ? Et lorsque vous allez refaire une calibration 3D
sur l'écran qui est déjà calibré, on récupère en fait cette petite descente pour être plus aligné. Mais ça joue vraiment à peu de choses, d'accord? Alors, est-ce qu'il vaut mieux travailler avec un écran un petit peu flatteur ou pas flatteur? C'est souvent la question qu'on se pose. Bien, je vous dirais qu'il y a une chose qu'il faut que vous preniez en compte. Si, par exemple, votre travail, c'est de bosser pour de l'Internet, pour des chaînes YouTube, bref, eh bien, il faut comprendre que 95-99%, je ne sais pas, des spectateurs qui regardent votre film, regardent sur un écran qui n'a jamais été calibré et qui sont en sortie, en standard, toujours trop saturés. Ils claquent trop avec un point blanc qui est plus froid, des images donc qui sont plus contrastées, plus saturées. Donc, si vous avez un écran, si vous voulez, qui lui n'est plutôt un peu, je veux dire pas, enfin qui est juste, mais qui n'est pas un petit peu saturé en plus, ce qui se passe, c'est quand vous renforcez un peu cette saturation, parce que si vous aimez les images saturées, et que la personne derrière regarde ça à travers un écran qui, encore une fois, resature, vous voyez où on va? Dans ces cas-là, moi, personnellement, je trouve que c'est plus malin de rester sur un écran qui est un petit peu plus saturé. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas être au même niveau, évidemment, que la personne qui a été acheter un écran et qui a un truc qui arrache à fond la saturation. On ne va pas travailler de cette manière-là. Mais d'avoir un écran un tout petit peu plus flatteur, je trouve que c'est pas plus mal pour ce fil-là. Par contre, si jamais vous produisez un film ou donnez à une norme de télévision, là, non. Vous devez rester vraiment sur une norme et c'est plus intéressant dans ces cas-là d'avoir un affichage qui est très précis de l'espace. Voilà. Donc vous voyez, c'est deux manières de voir les choses, et on verra que selon ce que vous utilisez comme outil, selon aussi le type de dalle, c'est vrai que vous allez employer, vous allez avoir une... Même si à l'analyse de la sonde, ça vous donnera un delta erreur qui est très bon, vous aurez comment dire, une perception, un ressenti qui sera plus ou moins saturé de votre image. Voilà. Dans le même état d'esprit, c'est vrai que les deux technologies dont on parle le plus maintenant pour ce type d'écran, c'est quoi? C'est ou des dalles de type IPS, comme les banks, comme les écrans à calibration hardware qui viennent un peu du monde des arts graphiques, qui ont comme avantage l'IPS d'être très précis sur la couleur, stable dans le temps. Par contre, le problème d'une dalle IPS, c'est qu'elle n'a pas de noir profond. C'est la faiblesse de ce type de technologie. Et les nouvelles technologies qui sont arrivées depuis quelque temps avec les dalles OLED, elles, au contraire, elles ont un noir extrêmement profond. Elles délivrent une image qui serait plutôt flatteuse avant d'être, bien sûr, ramenée avec une lutte 3D. Toujours est-il qu'ils ont une tendance à être plus saturés. Par contre, les couleurs sont bonnes aussi sur les bons écrans OLED, hein, parce qu'il y a bien sûr différents niveaux de qualité dans l'OLED, mais dans les bons écrans OLED, on a cette qualité colorimétrique. Par contre, la dalle durera moins longtemps dans le temps. Elle aura une tendance à permettre un affichage en luminosité beaucoup moins important, ce qui est un petit peu contradictoire parce qu'on voit des OLED en HDR, hein, mais toujours est-il que la technologie permet un affichage un peu moins puissant en lumière, alors que l'IPS permet au contraire un affichage très très fort. Voilà. Donc vous voyez, selon la technologie de la dalle, vous allez avoir un rendu qui sera un peu différent, et ça aussi, ça peut aussi vous changer votre fusil d'épaule sur le flux et la gestion de la couleur que vous allez faire. Voilà. Cependant, si vous voulez un OLED professionnel, haut de gamme, vous allez arriver à des prix qui s'envolent, qui vont être beaucoup plus chers qu'une dalle IPS de type art graphique, hein, beaucoup plus cher. C'est aussi une des raisons pour lesquelles certains coloristes, certains étalonneurs se tournent vers des télévisions OLED qui arrivent à avoir quand même une bonne qualité parce qu'ils ont quand même un écran qui est plus abordable qu'un moniteur OLED de grandes marques en vidéo qui sont extrêmement chers. Voilà. Donc voilà, c'est un peu rapide, c'est un raccourci un peu rapide, mais c'est intéressant de vous le dire parce que selon aussi la manière dont vous travaillez, si vous travaillez dans le noir, si vous travaillez dans une lumière, dans une petite pénombre, si vous travaillez avec, au contraire, beaucoup plus de lumière, selon que cet écran soit un écran pour vous, voir les couleurs, ou pour des clients qui sont à distance et qui sont assis sur un canapé et qui veulent un affichage assez grand, vous allez choisir des écrans différents, fatalement. Pour moi, l'IPS, c'est vraiment un très très bon écran pour la personne qui étalonne, voilà. Et pour un client, c'est vrai qu'une télé en 55, en 65, en OLED, c'est plus agréable, comme
sur un autre type d'installation, un vidéoprojecteur qui va projeter en grand l'image quand on travaille sur de la fiction. Hein, voilà. Pour la dalle IPS, faire une calibration hardware sur un bank avec un Palette Master Element, c'est pour moi très performant. Ça en plus, un gros avantage, c'est que vous n'avez plus à gérer une histoire de lutte 3D, vous n'avez plus à vous planter, parce qu'il faut bien gérer les luttes dans DaVinci Resolve, mais on va en parler, toujours est-il. Donc c'est très intéressant, ça donne une image, je vous dis, peut-être un petit peu péchue, à partir du moment où on va, je dirais, utiliser Palette Master Element de manière plus avancée. Donc on va aller voir ça tout de suite, comment on va tirer dans Palette Master Element une calibration hardware en étant vraiment spécifique pour DaVinci Resolve. Dans la première partie, on avait vu plutôt des calibrations hardware de type un peu plus avancé tout de même, mais de type un peu plus général. Mais dès que vous travaillez vraiment que pour DaVinci Resolve, on va pouvoir changer un petit peu la manière de travailler. Nous allons voir maintenant comment faire notre calibration hardware dans un mode plus avancé pour DaVinci Resolve. Dans la première partie, on a utilisé Palette Master Element, certes en mode avancé, mais je n'ai pas changé beaucoup de réglages à l'intérieur. Je suis resté sur des réglages qui pourraient s'adapter à différents types de logiciels. Okay, ici, on va rentrer un petit peu plus en détail sur ce que vous pouvez faire pour affiner encore ces réglages. Alors, je vous rappelle tout de suite que lorsque vous voulez faire une calibration, que ce soit un profil ICC pour un écran 8 bits, que ce soit un écran à calibration hardware, que ce soit quel que soit le moniteur, vous devez le laisser chauffer pour que l'électronique soit stable, de manière à ce qu'il n'y ait pas de décalage colorimétrique. C'est assez amusant de voir d'ailleurs dans certaines marques que j'ai des souvenirs comme ça d'écrans que lorsque je les démarrais, lorsque je les ouvrais, avait un rendu carrément, je me rappelle d'une marque, je ne vais pas la balancer ici, ça ne sert à rien, mais les couleurs étaient vraiment quasiment presque violettes. Par contre, étonnamment, une fois qu'il était chaud, il était bon, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, ce n'est pas le cas sur les écrans IPS modernes que je vois le plus souvent. Hein. Mais je me rappelle de cette marque, par exemple, ça voulait bien dire que tant que l'électronique n'est pas chaude, eh bien, les couleurs n'étaient pas bonnes à l'écran, en tout cas elles n'étaient pas stables. Voilà. Donc on attend au moins 30 minutes, même si je pense que les écrans modernes, on pourrait aller plus vite, je pense qu'on n'a pas plus besoin de 30 minutes, on attend 30 minutes avant de commencer à faire une calibration. Je vous rappelle aussi une chose, si vous êtes connecté avec un ordinateur récent et un écran récent comme ce SW271C, dans ces cas-là, vous pouvez mettre un câble USB-C. Il fera les deux choses que l'on attend. Un, le câble permettra d'envoyer les informations pour les images qui vont s'afficher. Et deux, le même câble servira à faire la communication entre le logiciel dans l'ordinateur et l'écran, puisqu'on va envoyer des informations dans l'écran. C'est la calibration hardware. Il va y avoir une création de lutte qui va être faite dans l'écran. Si jamais vous êtes connecté en DisplayPort ou en HDMI, dans ces cas-là, vous devez rajouter un câble USB, mais de toute manière, le logiciel va vous dire qu'il a un problème pour communiquer avec l'écran. Autre petit point encore à rappeler, attention si vous utilisez des HDMI. Moi, c'est vrai que quand je fais ce genre de choses, je préfère enlever et mettre un DisplayPort, parce que l'utilisation d'un HDMI, ça va vraiment être différent selon la qualité de votre câble. Il y a vraiment beaucoup de standards en HDMI, donc c'est toujours des câbles un peu délicats lorsque vous faites une calibration. Vous faites très attention d'être au moins sur un câble 2.0 ou 2.1. C'est le minimum pour avoir de la qualité. Alors, on se retrouve pour faire une calibration hardware du Bank SW271. Dans le cas où on le met sur une carte D-Link ou un Ultra Studio, mais sans tirer de lutte derrière. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser avec sa calibration hardware. Dans ce cas précis, moi, je préfère nettement, donc là, je vais mettre Rec 709, je vais laisser pour le Rec 709 en candela les 80, les gamma 2.4, et ici, je vais me rester à 0 absolu. Voilà, je fais suivant. Je vais mettre cette calibration en 2, et ici, je vais me mettre en lutte 16 bits. Encore une fois, je tirerai un profil avec un grand nombre de patchs. Voilà. Et je vais démarrer la mesure.
Alors voilà ce que j'obtiens à la fin de la calibration comme résultat. Je vais mettre ici un REC 709, même si c'est pareil. Bon voilà. Donc c'est vraiment très très propre, hein. On va faire une simulation en 3D. Voilà ce que ça donne en 3D, hein. C'est propre. Donc vous voyez, nous avons vu comment faire une calibration hardware de manière plus avancée dans Palette Master Element, plus avancée ou plus précisément, plus personnalisée pour DaVinci Resolve, hein. Donc synthétiquement, on va rester sur une intention colorimétrique absolue, donc avec un point noir 0 absolu. Et on va par contre, au niveau du type de profil, on va se mettre non plus en matrice, mais on va se mettre en LUT 16 bits. Voilà, pour faire simple. En faisant ça, lorsque vous allez brancher votre écran sur votre carte Blackmagic, vous aurez un bon ratio au niveau du noir, vous aurez une image agréable à regarder. C'est une manière plus simple en fait de travailler la colorimétrie, mais très juste, hein. Voilà. Si vous voulez, ne vous inquiétez pas aussi pour les levels, c'est-à-dire on sait que sur un REC 709, on doit être entre 16 et 235. Ne vous inquiétez pas, tout ça, ça se règle dans DaVinci Resolve, hein. Les levels sont gérés par le logiciel, hein. Donc ne vous inquiétez pas. Donc quand vous le connectez, ça se passe vraiment très très bien, hein. Après, personnellement, je préfère aller tirer une lutte 3D sur un REC 709, et pour être clair, sur un DCI-P3, je trouve que sur une dalle IPS, l'utiliser avec directement la calibration hardware, je trouve ça vraiment très très bien, hein. Alors, lorsqu'on crée une lutte 3D avec un outil comme DisplayCal, puisque c'est l'outil que je vais vous présenter maintenant, on a différentes manières de faire. La première manière de faire, on pourrait mettre notre écran IPS 10 bits en user, c'est-à-dire en mode avancé, en mode personnalisé, refaire un précal avec les canaux, d'accord, rouge, vert, bleu, refaire la luminosité, donc avec le précal, et après tirer la lutte 3D. Le seul point qui peut vous paraître un peu délicat sur DisplayCal, c'est qu'il y a tellement de possibilités pour aller je dirais, pour rechercher une lutte 3D qui s'applique vraiment à votre besoin. Il y a tellement de paramètres possibles, d'intention, de rendu, qu'au final, vous risquez d'être un petit peu perdu par toutes ces possibilités. Alors, sur le site du fabricant, vous avez, même en français, un mode d'emploi qui est assez détaillé, mais qui reste quand même un petit peu... qui n'est pas super simple à travailler. Donc, on va parler ici déjà de l'utilisation avec un moniteur Bank, le SW271C, parce que je l'ai depuis un moment prêté par Bank, et j'ai fait énormément d'essais, pour me rendre compte d'ailleurs que la manière de s'en servir la plus performante, vous n'allez pas le trouver. Enfin, du moins, c'est pas évident, je l'ai vu nulle part. C'est-à-dire qu'on va aller voir tout de suite ce qui se passe quand on va l'utiliser comme on vous annonce, comme les presets de DisplayCal sur ce type d'écran. On y va tout de suite. Et vous allez voir qu'on a un petit problème lorsque l'on le fait comme ça. Alors ici, on voit les résultats lors d'une sortie d'une lutte 3D sur un écran IPS haut de gamme art graphique, hein, donc un 10 bits calibration hardware, si jamais vous conservez le réglage, je dirais, preset resolve de DisplayCal. Sur ce type d'écran, ce qui va se passer, comme vous voyez ici, notre gamut, le résultat est bien plus volumineux. On le voit ici. Ce qui se passe, c'est qu'elle va aller vers les performances en fait de l'écran. Elle ne va pas s'arrêter au REC 709. Comme ces écrans sont nativement calés sur l'Adobe RVB, vous voyez que si je mets Adobe RVB, clac, et voilà, on se retrouve là. Donc on a bien demandé une lutte de type REC 709, mais ce qu'on obtient, c'est un espace colorimétrique beaucoup plus gros que le REC 709. On va le regarder en 3D. Voilà, donc vous voyez, on dépasse totalement la cible.
C'est la raison pour laquelle je vais vous proposer une autre manière de gérer ce type d'écran si vous voulez sortir des luttes 3D. Alors comme vous avez pu le voir, lorsque vous essayez de faire un étalonnage par les canaux en vous mettant en personnalisé, ce qui se passe, c'est que quand vous tirez la lutte 3D avec comme cible un REC 709, ça ne tient absolument pas l'espace, il explose. Alors, je ne vous dirais pas que c'est désagréable à regarder, d'ailleurs, mais vous avez une image très contrastée qui claque, bien sûr, parce que vous affichez des couleurs beaucoup plus saturées. Mais si vous voulez quand même rester dans cet espace, eh bien, la solution, il y en a une, c'est de faire une calibration hardware avec Palette Master Element. Alors, un petit peu différent de celle que l'on fait normalement quand on ne veut pas faire de lutte 3D, donc on va voir ça. Mais une fois que vous l'avez fait, après, vous allez pouvoir refaire une lutte 3D avec DisplayCal de manière à ce qu'ils viennent, je dirais, regarder le résultat à travers le flux de DaVinci Resolve. Voilà. Là, et ça m'amène à vraiment un résultat très intéressant. Alors attention, à partir du moment où on va utiliser l'écran de cette manière-là, qu'est-ce qui se passe? On a créé déjà une calibration hardware qui nous donne exactement notre gamut, notre volume, notre espace couleur. Quand on va tirer une lutte qui doit travailler que sur cet espace, fatalement, on va perdre un tout petit peu de pourcentage. Donc il faut accepter cette perte. On a, à mon sens, un gain au niveau du rendu des couleurs, de la perception des couleurs. Après, encore une fois, ça joue, voilà. Mais on a ce petit gain que moi j'apprécie. Mais on va avoir une petite perte. Alors, à vous de voir si au final, vous trouvez pour ce type d'écran qu'il est plus intéressant de faire une calibration hardware et de travailler de cette manière-là, ce qui marchera, il n'y a aucun problème, ou alors, si vous avez envie, vous êtes prêt à perdre ces quelques pourcentages. Je dirais que... Alors, c'est difficile parce que selon l'écran, selon pas mal de petites choses, selon les réglages que vous avez faits, selon donc votre résultat sur déjà votre calibration hardware dans l'écran, eh bien, vous avez déjà un pourcentage, un volume qui est à 100%, à 99,8%, à 100,2%, enfin voilà, vous avez des résultats un peu différents. Donc, je ne peux pas vous donner une marge, mais si je devais donner, allez, une appréciation, on va dire que si jamais vous étiez à 100% ou à 99% à la calibration hardware, après avoir fait la lutte 3D, vous allez vous retrouver avec un 97%, 95%. Vous voyez, vous ne perdez pas beaucoup non plus, normalement. Par contre, le résultat est vraiment très intéressant, je trouve. Voilà. Donc voilà. Si par contre, on est sur un DCI-P3 et que sur l'écran qu'on utilise, on n'est pas à 100%, là, vous allez perdre beaucoup plus. Vous allez perdre plus. Je trouve ça moins intéressant pour ce type d'écran. Vous pouvez aussi tirer des luttes différentes. Parce que moi, je l'ai fait sur j'en ai fait sur pas mal d'écrans, mais toujours est-il que là, pour cette série, je me suis vraiment axé sur le SW271C, de manière à pouvoir faire un nombre important de tests. Je ne pouvais pas le faire pour tous les écrans, toute cette batterie de tests, et vraiment, selon les intentions que vous mettez dans l'outil DisplayCal, l'intention colorimétrique, vous allez avoir des résultats différents. Donc moi, vraiment, ce que je vous engage, par contre, une fois que vous avez fait votre lutte 3D, DisplayCal a une partie vérification qui peut être très poussée. On peut demander une analyse d'un certain nombre de patchs assez important pour vraiment avoir le résultat de ce que l'on obtient. Donc utilisez vraiment la fonction de vérification qui est incluse dans DisplayCal. Voilà. Nous allons regarder maintenant comment on va faire une calibration hardware de notre écran Bank, en sachant qu'on va faire des réglages avec une intention d'aller faire une lutte ensuite avec DisplayCal. On va voir qu'on va changer certains paramètres de manière à ce qu'on aille un peu plus loin lors de la création de la lutte 3D. Alors, on se retrouve sur Palette Master Element. Je vois que le moniteur est reconnu, pour la sonde aussi, mais on peut cliquer sur vérifier le capteur. Et ensuite, on va aller sur avancer avant de démarrer. Là, on va aller cliquer sur suivant. Alors ici, il y a pas mal de choses. On voit déjà l'espace de destination. Donc là, c'est Adobe RVE pour la photographie. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est plutôt les espaces comme le DCI-P3 ou encore le REC 709. C'est les deux espaces qui, en vidéo, vont nous intéresser. Même si on peut faire des customs après, d'ailleurs.
Pour le point blanc, on voit qu'on est à D65 pour 6500 degrés Kelvin, mais si vous voulez vraiment aller vers le vrai point blanc en XY, hein, qui est à 6504, vous pouvez le faire. En dessous, quand on clique sur un preset, on trouve les primaires pour le Rec 709. Hein. Donc les primaires, c'est ce qu'on va retrouver ici, hein, tout simplement. Et pour la luminance, ici, j'ai mis 80 pour suivre la norme, mais vous pourriez très bien modifier cette luminance, comme on l'a vu dans la partie 1. Hein. Si votre pièce ne suit pas la norme, vous pouvez être au-dessus en candela ou en dessous. Je vous rappelle qu'il faut être entre 30 et 40 candela supérieurs au nombre de lux qui est dans votre pièce, tout simplement. Pour le gamma, c'est en rapport avec les candela. Hein. Donc là, ici, je suis en 2.4 parce que je suis à 80 candela. Maintenant, si vous augmentez le nombre de candela, fatalement, il faudra diminuer le gamma et à l'inverse aussi. Alors ici, le point noir, c'est ici qu'on va voir un petit peu quelques changements, pour commencer. Dans la première partie, je suis resté sur quelque chose d'assez standard, c'est-à-dire que intention colorimétrique, on était sur une intention absolue. Ça veut dire que les noirs sont vraiment marqués. Si vous choisissez de cocher cette case, auquel cas vous êtes dans une intention relative, et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir plus de détails dans les noirs, c'est-à-dire qu'ils vont plus vite se lever. C'est intéressant, je trouve, pour Resolve, d'aller se placer plutôt en intention relative. Ici, je suis avec une Display Plus, je mets 0,3. Display Pro, Display Plus, vous mettez à 0,3. Si vous êtes en Spider 4, Spider 5, vous restez à 0,5. D'accord? Et je fais suivant. Ici, on choisit l'emplacement. Donc, je me mets en calibration 1. Pour moi, je laisse le nom de ce profil. V4 pour les Mac, V2 pour les PC. Et ici, là, ça va changer aussi. Alors, selon le logiciel, pour quelle raison vous tirez votre profil, avec quoi vous voulez l'utiliser, vous allez vous mettre en matrice. Alors, c'est le cas général, la matrice. Hein. Matrice, vous allez vous mettre, si vous êtes par exemple en Adobe RVB pour Photoshop, vous allez vous mettre en matrice. Mais pour Resolve, il est plus intéressant de tirer un profil de type LUT 16 bits. Voilà. Et ici, en taille de nombre de patchs, comme je suis sur un écran de qualité, je vais me mettre ou à moyen ou sur grand. D'accord? Après, alors, moyen et grand, je n'ai jamais vraiment vu beaucoup de différence. Mais bon, puisqu'on tire une lutte, allons plutôt sur le grand. Vous verrez que quand on tire des luttes 3D, là, il faut vraiment mettre un grand nombre de patchs. Alors, lutte, on va aller au maximum, si c'est mieux quand même. Démarrer la mesure. Ici, je vais ouvrir le colorimètre, donc le chapeau du colorimètre, comme marqué, et je vais aller installer mon colorimètre sur la dalle, tout en basculant l'écran, si je peux, pour que le colorimètre reste bien installé. Et une fois que j'ai bien installé, je peux cliquer sur « Continuer ». Alors, on arrive à la fin de la lecture des patchs, et là, nous allons vérifier les résultats. Donc, on clique sur « Valider l'étalonnage », « Continuer », et voilà. Et on peut regarder les résultats. Point noir à 0,27 nits. Parfait. Donc ici, je vais mettre directement en gamut. Je vais aller chercher l'espace cible avec 709, colorimétrie relative. Je me mets en XY pour commencer et je vais aller chercher le résultat que j'ai obtenu. Voilà. Donc ça a l'air de vraiment coller, hein, il n'y a pas de problème. Ici, j'ai demandé une représentation en 3D. Donc toujours les fils, c'est l'espace souhaité et la masse de couleur, c'est ce qu'on a réussi à avoir. Donc voilà, ici, on est ici. Et c'est vraiment très propre. Maintenant que nous avons vu comment personnaliser, comment travailler plus précisément notre calibration hardware dans Palette Master Element, hein, de manière à faire vraiment une calibration plus spécifique pour DaVinci Resolve, nous allons voir maintenant une autre manière de travailler, qui est la création d'une lutte 3D. Alors, la lutte 3D va être utilisée dans Resolve
directement, hein, donc soit chargé dans le dossier de Resolve, soit dans une lootbox. L'outil que je vais vous présenter s'appelle DisplayCal, c'est un outil gratuit. Il est vraiment très performant. Hein. Dans les outils, je connais 4 outils, vraiment. Les outils de chez Light Illusion. Avant, ça s'appelait Lightspace, maintenant, ça s'appelle ColorSpace. Vous avez des outils chez Calman, avec SpectraCal, d'accord, qui sont aussi outils très haut de gamme. Vous avez DisplayCal, et vous avez un autre outil, je crois, qui s'appelle ChromaPure, que j'ai vaguement vu sur des... mais que je n'ai jamais utilisé. Voilà. La différence de qualité entre ces 3 outils, quand c'est bien fait, on arrive vraiment à tirer des très bonnes luttes avec tous les outils. Par contre, vous avez un point qui est très intéressant avec les 2 autres outils, c'est que vous avez la possibilité aussi d'aller parler avec les écrans haut de gamme. Même si vous ne voulez pas tirer une lutte 3D à utiliser dans Resolve, vous pouvez calibrer votre écran Bank en ouvrant un ColorSpace de chez Light Illusion. SpectraCal le fait aussi, hein, autant que je m'en souvienne. Et auquel cas, vraiment, vous allez retrouver le calibrage 1, 2, 3, donc les 3 positions pour pouvoir stocker des calibrations hardware de la même manière qu'avec un Palette Master Element, sauf que les calibrations seront d'un niveau bien supérieur. Hein. Par contre, c'est un outil, même si vous prenez la version Light, la LTE, donc ça va être Little, voilà, qui s'appelle donc ColorSpace LTE, ça suffit pour calibrer un écran. Il y a d'autres fonctions de ColorSpace que vous n'avez pas accès avec la version, le premier niveau, mais toujours est-il que c'est suffisant, mais c'est un logiciel qui va vous coûter autour des 670 livres à l'heure où je fais cette vidéo. Hein. Il faut savoir que une Display Plus marche très très bien. Hein. J'avais une discussion comme ça avec Steve Shaw, le patron de Light Illusion, qui m'avait dit que ça marchait très 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 bien. Par contre, malheureusement, à l'heure où je fais cette vidéo, parce que les choses vont peut-être évoluer maintenant que ce n'est plus les mêmes distributeurs pour ce colorimètre, toujours est-il que, à l'heure où j'ai fait cette vidéo, la sonde que vous allez acheter dans une boutique sous la marque normalement, qui était Dixrite, et maintenant c'est Calibrite, donc les choses vont peut-être évoluer dans les prochaines semaines ou mois. Toujours est-il que vous ne pouvez pas l'utiliser avec un ColorSpace, c'est-à-dire que vous devez racheter une sonde qui n'a pas ce petit dongle, en fait, et pour qu'elle puisse être reconnue par ColorSpace. Hein. Donc ça vous rajoute encore un petit 230-240 livres, donc en gros c'est un budget de 1000 livres à rajouter. Et auquel cas, vous pourrez en effet faire des calibrations hardware qui iront plus loin que les outils qui sont offerts avec le moniteur. Hein. C'est vraiment le top du top en la matière. Hein. Sachez que ce n'est pas la même gestion, ce n'est pas la même manière de produire des luttes 3D à insérer dans l'écran, hein, à charger dans l'écran. Donc ça peut être aussi une solution d'avoir de la calibration hardware plus haut de gamme. Voilà, avant de commencer à tirer des luttes 3D à gérer dans Resolve ou dans des box luttes. Voilà. Ça peut être aussi un très bon moyen d'augmenter votre niveau de qualité. Hein. Alors maintenant, voyons DisplayCal. Donc DisplayCal, on va aller regarder comment on fait pour le télécharger et pour l'installer. Alors, on va aller chercher le logiciel DisplayCal. Donc je vais cliquer sur DisplayCal tout simplement. Et voilà, on va le chercher chez displaycal.net. Donc ici, comme vous voyez, on peut le télécharger et ça vous donnera les différentes versions. Voilà. Alors il faut savoir que DisplayCal utilise le CMS Argyle et donc il faut absolument l'installer. Ici, vous pourrez avoir beaucoup d'informations sur le produit, en français qui plus est, et sur la manière de vous en servir, sur les sondes qui sont pris, enfin qui fonctionnent avec. Voilà. Pour Argyle, il suffit de cliquer sur Argyle, mais c'est pas la peine de le faire autant que je m'en souvienne. Alors comme j'ai vu qu'il y a un nouvel Argyle qui vient de sortir ce mois-ci, en fait il y a quelques jours, je l'ai viré sur mon ordi, et de cette manière, quand je vais lancer DisplayCal, eh bien il va ne pas les trouver, et comme ça vous allez voir la procédure.
Je vais aller ouvrir le DisplayCal et la logique veut qu'il me demande tout simplement de télécharger les Argyle, le CMS. Donc je fais Download. Vous voyez, il vous le met automatiquement et il n'y a plus qu'à faire Download. J'imagine qu'il doit être en train de me le télécharger, même s'il n'y a rien qui nous le dit sur l'écran. Ah, j'ai vu qu'il a fait un petit... Voilà. Donc là, il nous demande si on veut, eh bien, contribuer. Hein. Comment dire, ce sont des logiciels du monde libre, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas aider les développeurs. Donc là, je vais mettre Not Now. Et maintenant, ici, j'imagine qu'il est connecté à Argyle. Je pense qu'on doit pouvoir le vérifier ici. Voilà, il a donc bien trouvé les utilitaires Argyle et on est bien en 2.1.2 sur la dernière version. Voilà, donc vous avez installé DisplayCal. L'une des premières choses à faire quand vous installez pour la première fois DisplayCal et que vous avez connecté un colorimètre, c'est d'aller dans les outils, vous faites matrice du colorimètre et vous allez importer les corrections du colorimètre par rapport à son logiciel qui est livré avec le colorimètre. Donc bien sûr, il faut qu'il soit dans votre machine pour faire cela. Donc je vais ici importer. Voilà. Ici, je vais choisir mon colorimètre. Alors c'est un display plus, mais on trouvera les outils de ce colorimètre dans le logiciel. Voilà, et là j'ai qu'à faire automatique. De toute manière, il me dit surtout qu'ils sont placés dans A1 Profiler. Voilà. Voilà. Maintenant, on sait que les outils de correction sont bien intégrés à DisplayCal. Donc vous avez vu, l'installation est assez simple, hormis pour les Mac à puce M1. Alors, à l'heure où je fais cette vidéo, malheureusement, c'est pas... Vous pouvez arriver à l'installer, j'ai réussi, mais c'est quand même un petit peu... vous allez mettre les mains dans le cambouis. Hein. Maintenant que nous avons fait cette calibration hardware spécifiquement pour aller tirer notre 3D, on va aller maintenant dans DisplayCal et on va aller voir quels sont les paramètres à régler pour notre bank SW261C pour obtenir un résultat très intéressant en Rec 709. Alors, je vais tirer une lutte à partir de ma calibration qui est avec une intention relative, placée à 0,3. Je vérifie bien sûr que dans le color management, il n'y a pas de lutte chargée. Et je vais aller chercher DisplayCal. Là, je repars sur quelque chose de standard. Je laisse en automatique. Ici, je le laisse pareil. Mais ici, je vais aller changer. Alors là, je vais mettre 0,2. Et je vais aller changer l'intention, où je vais laisser colorimétrie absolue avec adaptation du point blanc. Et ici, je vais modifier la valeur, sauf que je vais mettre à 2,4 ici. Et je reste en relatif, en effet. Voilà. Allez. Il faut que je... Une fois qu'on l'a rentré l'IP une première fois, tant qu'on n'arrête pas l'application, il reste chargé. Donc, hop, je me mets ici. Et je vais démarrer la lecture. Je remets un petit panneau entre mes deux écrans, c'est-à-dire mon écran de travail et mon écran de monitoring, afin que la luminance de l'écran de travail ne vienne pas rentrer en ligne de compte dans la lecture des patchs.
Alors je regarde ça, mais en fait je ne vais pas me mettre à modifier des réglages sur l'écran, puisque j'ai déjà rentré une calibration. C'était juste à titre d'information, mais j'aurais pu très bien passer directement à l'étape suivante. Et maintenant je vais poursuivre la caractérisation, c'est-à-dire l'envoi de tous les pages qui vont me servir à créer la lutte. Alors on se retrouve à la fin de l'envoi des patchs et on va aller lire les informations. Quand même très absolu. Et ici, je mets règle 709, même si SRVB au final c'est exactement le même espace. Alors, ça me paraît pas mal du tout. Ok, on va aller regarder en 3D ce que ça donne. Là, on va comparer l'espace cible et l'espace obtenu. On est pas mal du tout. Alors, je vais enregistrer le profil, enfin la lutte, plus précisément. Et je vais lancer la vérification. Bon, je vais laisser les patchs passer et on se retrouve à la fin. On arrive à la fin de la lecture des patchs et on va pouvoir voir les résultats. Alors, tout ça c'est bon. On est vraiment bien, hein. On est vraiment pas mal du tout. On est bon. Et là où on a la plus grosse erreur, le plus gros delta erreur, c'est sur un patch de route où on reste à 2,09, alors qu'on ne doit pas dépasser pour le maximal 4, hein, donc on est vraiment bien. Ok, super. Je vais pouvoir aller voir maintenant comment ça se passe lorsque je mets, hop, je charge le profil. Pour ça, je vais sur la liste, j'update déjà. Voilà, et je vais retrouver mon profil dans la liste. Il est, hop là, il est là. Je voulais aussi vous parler de cas où vous avez un écran de type vidéo 8 bits, comme un Panasonic, voilà, des écrans classiques en SDI. Si vous avez ce type d'écran, pour moi, c'est moins précis qu'avoir une dalle IPS, soyons clairs, ou une dalle OLED haut de gamme, évidemment, mais c'est beaucoup moins précis, mais si vous avez ça, vous pouvez utiliser en effet DisplayCal pour pouvoir améliorer cette précision colorimétrie. Bien sûr, en rapport avec les possibilités de votre écran, hein, bien entendu. Alors pour ça, je vous donnerai une petite astuce. La logique au départ, c'est de prendre son écran, de le connecter sur notre carte Blackmagic, évidemment, puisque là, pour je dirais, la gestion profil ICC sur ce type d'écran, vous oubliez, hein. À part si vous le mettez en PC, etc. Mais bon, toujours est-il que normalement, ça se marche vraiment connecté à une carte Blackmagic. Ici, vous pouvez faire un précal. Maintenant, sur ce type d'écran, vous n'allez pas vous retrouver avec les canaux. Enfin, vous avez les canaux, mais vous avez beaucoup d'autres paramètres possibles. Vous avez du backlight, vous avez plein de choses.
et vous risquez très facilement de vous mettre un peu en sucette sur le précal, hein, partir un peu en vrille. Le conseil que je vous donne et qui marche vraiment bien, c'est déjà, pour commencer, vous refaites un réglage usine, d'entrée de jeu, voilà. Et ensuite, quand ces écrans vous permettent de faire un Blue Only, vous allez faire un étalonnage Blue Only. Je ne vais pas vous faire voir, par contre, comment faire un Blue Only. Si jamais vraiment ça vous intéresse, je pourrais très bien faire sur le blog une petite vidéo rien que là-dessus, hein, pour faire comment faire un Blue Only. Hein. Normalement, n'importe quel assistant devrait être capable de faire un réglage Blue Only en post-production, pas en post-production, en production, pardon, parce que c'est plutôt là qu'on le fait. Hein. C'est quand même très utile de pouvoir recaler un écran pour au moins se rendre compte de la luminosité, voilà, de ne pas être dans les choux. Donc c'est vraiment une fonction, tout le monde devrait être capable de le faire. Je ne vais pas le faire ici, parce que sinon, ma vidéo va être vraiment très 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 longue. Je pense que déjà, elle va être très longue, voilà. Donc, mais laissez-moi en commentaire si jamais vous voulez que je fasse une petite vidéo là-dessus, et je vous ferai une vidéo pour vous faire voir comment on fait un étalonnage Blue Only avec un écran vidéo, hein, tout simplement. Alors je rappelle que la fonction Blue Only n'a pas pour objectif de faire une correction colorimétrique. Hein. Vous ne pouvez pas corriger des erreurs d'adressage couleur avec une fonction Blue Only. Ce n'est qu'un étalonnage. C'est-à-dire que vous allez pouvoir appliquer la bonne luminosité, vous allez pouvoir toucher et vérifier le contraste, sans que ce soit très précis, mais quand même. Et vous allez un peu aussi toucher la chroma, hein, grâce justement à la fonction Blue Only. Voilà. Donc, en faisant un Blue Only, je dirais que vous allez pouvoir l'utiliser pour faire votre précal sur DisplayCal. D'accord? Donc, ça va vous faire votre précal, et après, lorsque vous cherchez à faire la lutte, vous passez par la case, je dirais, précal, bien sûr, mais vous n'essayez pas d'aller arranger les petits niveaux et tout. Je l'ai fait plein de fois pour essayer, et ça m'a jamais donné de meilleurs résultats, voire même pire. Donc je trouve que ce qui est intéressant, c'est de faire le précal avec le Blue Only, ce qui est vraiment très facile à faire, et après, hop, c'est parti, vous tirez votre lutte par derrière. Le résultat sera en colorimétrie quand même beaucoup moins performant qu'une dalle IPS 10 bits, évidemment, hein. Mais si c'est un écran que vous avez déjà dans le studio, et voilà, je vais vous faire voir comment faire pour au moins avoir quelque chose de raisonnable en Rec 709, évidemment. À mon avis, c'est pas la peine d'aller chercher des espaces beaucoup plus gros, hein, sur ce type d'écran. Là, ça deviendra vraiment, ça sera pas possible sur ce type d'écran. Hein. Mais bon, si vous avez un petit écran 8 bits vidéo et que vous avez envie de le transformer en écran de monitoring pour Resolve, hein, ma foi, je vais vous faire voir comment faire pour optimiser ça. Alors, je vais aller ouvrir DisplayCal de manière à pouvoir créer la lutte 3D qui nous permet. Je laisse la petite musique de DisplayCal arriver. Donc là, je sélectionne lutte 3D pour Resolve. Ici, pour cet écran qui est un Panasonic BTL 2050, qui est un écran 8 bits, sans calibration hardware, je vais aller sur étalonnage. Comme j'ai déjà fait un étalonnage avec la fonction Blue Only, je vais laisser tout ça tel quel, tel que mesuré, en fait par le précal, entre guillemets, fait par l'étalonnage avec le Blue Only. Ici, je vais laisser les 1550. Je vais créer un nouveau nom de profil. Et ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer, je vais garder l'espace Rec 709, mais par contre, en courbe de tonalité, je vais me mettre en personnalisé. Mais enfin, si vous vous mettez en personnalisé comme ça, avec un 2.4 du gamma, il est plus intéressant ici de vous mettre en relatif. Voilà. Et je vais garder colorimétrie absolue avec adaptation du point noir. Alors il faut savoir que là, les réglages que je fais sont par rapport à cet écran. Je vais avoir normalement un gabut un peu plus étendu, mais en même temps un très bon, donc évidemment je vais avoir un delta erreur, je vais avoir quelques patchs qui vont sortir de l'espace cible que je veux, mais le résultat est vraiment bien lorsque je l'utilise après comme écran de monitoring. Enfin, toujours est-il en rapport avec ce que peut faire ce type d'écran comme écran de monitoring. Selon l'écran que vous allez vouloir, enfin pour lequel vous allez faire sortir une lutte 3D, c'est vrai que parfois il est intéressant de changer l'intention de rendu ici. Voilà, donc parfois, en effet, ça peut être intéressant de vous mettre en
colorimétrie relative, ou alors apparence perceptuelle, voire perceptuelle. Mais c'est difficile ici de vous donner vraiment, comment dire, un preset unique, parce que selon l'écran, on va changer parfois l'intention de rendu de manière à vraiment obtenir quelque chose le plus satisfaisant possible. Alors bien sûr, vous devez préparer la vérification en rapport avec ce que vous avez mis ici. D'accord? Donc ici, je mettrai personnalisé et relatif. Et voilà, je vais laisser cette mire-là pour qu'elle aille assez vite en fait, mais pour vous, vous pouvez vous mettre plutôt en mire de test large, si vous voulez aller plus loin sur la mesure de vérification. Alors, on va aller tirer la lutte 3D maintenant. Je clique sur étalonner caractérisé, j'accepte, et je vais aller sur DaVinci Resolve pour connecter DisplayCal à Resolve. Donc ici, il faut se mettre dans la partie à couleur, Workspace, Moniteur calibration, Portrait display, et là on va rentrer l'adresse IP. Voilà. Je mets ici, je viens rechercher DisplayCal. Je vais augmenter la zone et je vais commencer la mesure. Maintenant, il va falloir que j'aille placer le colorimètre sur l'écran. Et je commence une mesure, même si je n'ai pas envie de changer le réglage que j'ai fait sur l'étalonnage avec la fonction Blue Only. Donc là, on voit, comme à chaque fois que j'ai fait ça d'ailleurs, que ici, je suis un peu faible sur les verts. Je vais le laisser comme il est. Parfois, je me suis amusé à recaler un petit peu avec le gain. Certes, j'ai descendu un tout petit peu le delta erreur, donc on pourrait dire que c'était un tout petit peu plus juste, mais le résultat final n'était pas mieux. Je trouvais même qu'en le laissant comme ça, tout simplement, la lutte 3D fait bien son travail et c'est totalement performant. Donc c'est pas la peine d'aller commencer à rentrer dans les canaux parce que selon les moniteurs, vous risquez de mettre un peu tout en vrille. Donc vous le laissez comme ça. Alors si c'est totalement à l'ouest à tous les niveaux, ça serait plutôt embarrassant. Mais là, on n'est pas totalement à l'ouest non plus. Donc on fait arrêter et on envoie les patchs pour tirer la lutte 3D. Voilà. On se retrouve tout à l'heure quand les patchs sont finis. Quand le passage et patchs sont finis, pardon. On se retrouve à la fin de la lecture des patchs et on va demander l'affichage des informations. Voilà, donc là, SRVB ou REC 709, c'est pareil, c'est le même espace, hein. Ça ne bouge pas. Ici, on va rester comme cela et on va aller demander une représentation en 3D. Le vert dépasse, comme on peut le voir. Mon internet fait que j'ai du mal à le garder. Mais bon, on a déjà vu ce que ça donnait. Je ferme cela et j'enregistre la lutte. Et maintenant, on peut lancer la vérification de manière à avoir plus d'informations sur ce que l'on a obtenu. Et je commence la mesure. Alors, on se retrouve maintenant sur le report après l'analyse. Ici, on va se mettre avec Rebalance pour voir comment ça se passe à ce niveau-là. Donc, je vois que là, le moyen est bon, le maximum delta erreur est à 4, bon, pas très étonnant. Ici, je vois que je suis bon, 0,86. J'ai déjà eu mieux, mais avec ce type d'écran, ça me paraît un peu difficile. Et là, je regarde, et je suis pas mal, quoi. Je vois que j'ai une seule couleur dans les violets, qui est sortie en delta erreur et qui est à 4. Hein. Tout le reste est bon. Ce qui est vraiment pas mal du tout. On va regarder donc la corrélation au niveau de la température. On est bien entre ce que l'on veut obtenir et ce que l'on obtient. Ici, au niveau du gamma. Voilà. Et regardons maintenant la balance. Donc on voit qu'il y a quelques petits trucs qui partent. L'idéal serait évidemment une balance où tous les points restent comme ici, quoi, tout aligné. Mais bon, là, jamais vraiment totalement, hein, quand même. Alors après, je regarde ici.
Et en effet, je vois que les points qui ont posé le plus d'erreurs, c'est bien ce point-là. On est d'accord, et c'est notre 4 dans le delta erreur de l'analyse. Hein. Voilà. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est des ordinateurs à puce M1 et Big Sur, au niveau de la gestion de la couleur, c'est un petit peu différent. Je me doute que certains d'entre vous sont sous Big Sur pour ce qui est DaVinci Resolve et sont aussi en Apple M1. Pourquoi? Parce que c'est un ordinateur qui a un rapport qualité-prix vraiment très très intéressant. Le Mac Mini est une machine super. Hein, voilà. Si on n'est pas une grosse boîte de prod, on a avec un Mac M1 une machine qui fera vraiment tourner correctement DaVinci Resolve. C'est vrai. Avec quelques surprises. Il y a certains fils qui passent moins bien, du moins où c'est moins véloce, mais en majorité, c'est vraiment très puissant. Toujours est-il que au niveau de la colorimétrie, là, ça se gâte un peu. Alors on est première semaine d'octobre. Pourquoi je précise ça? C'est parce que les choses peuvent évoluer au niveau aussi bien des logiciels de calibration qu'au final que l'operating system. Toujours est-il qu'aujourd'hui, lorsque je fais une calibration avec un moniteur qui n'est pas à calibration hardware, le résultat que j'obtiens est pour moi pas très satisfaisant. La qualité est vraiment pas au niveau d'un ordinateur avec une réelle carte vidéo. Il n'y a rien à faire. Alors, c'est un petit peu sans surprise, puisque cette gestion de la couleur sur ce type d'ordinateur et de moniteur passe par l'OS et la carte vidéo. Un ordinateur à puce M1, ce n'est pas un ordinateur avec une carte vidéo dédiée, tout est dans la puce. Donc au final, ça se montre beaucoup moins performant pour la vidéo, soyons clairs. Alors, bien sûr, est-ce que c'est une machine que je conseille? Oui, j'arrête pas de la conseiller à mes propres stagiaires. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, pour un budget raisonnable, eh bien, on peut avoir une machine puissante. Et pour avoir un écran, qu'est-ce qu'on fait? On prend un écran à calibration hardware. Puisque dès qu'on veut faire de toute manière de la qualité, avoir un bon monitoring, vous l'aurez compris, on est sur des écrans aujourd'hui, des écrans 10 bits à calibration hardware. À partir du moment où vous prenez un écran 10 bits à calibration hardware, comme le Bank SW271C ou un autre de la gamme d'ailleurs, eh bien, la gestion de la couleur n'est pas dans l'ordinateur, elle est bien en hardware. Et auquel cas, Palette Master Element marche parfaitement bien. Alors, comme toujours avec cette application, et avec toutes les applications d'ailleurs, vérifiez toujours le colorimètre s'il est bien reconnu. Là, on voit qu'il apparaît puisque j'ai bien mis une display plus, donc un colorimètre qui monte à 2000 nits. Et je vais faire vérifier le capteur, même s'il est vert. Voilà, il vaut mieux toujours faire bien attention que ce soit le bon colorimètre qui est bien reconnu. Je fais démarrer. Ici, je vais faire suivant. Et ici, alors, je pourrais faire un Rec 709. Il sera nickel. Voilà, il sera à 100%, il sera vraiment nickel. Mais comme je sais que certains d'entre vous vont se poser la question et me dire, oui, mais Pascal, avec cet écran, comment on fait quand on est en DCI-P3, puisqu'il n'est pas donné pour un 100% en DCI-P3, peut-être que vous inquiétez de savoir qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'où on va en DCI-P3. En Rec 709, soyons clairs, c'est plein pot, c'est nickel. Vous pouvez aller voir ma vidéo où j'ai fait un test de cet écran sur ma chaîne et sur mon blog. En Rec 709, c'est nickel. Et vous allez voir qu'en DCI-P3, c'est beaucoup plus que 90% ce qui est annoncé par Beck. Mais on va le contrôler. On va tout simplement le contrôler. Alors ici, on va même se mettre en custom pour vous faire voir aussi une petite subtilité qui risque de vous poser un problème, ou du moins vous risquez de vous poser cette question. Alors ici, je me mets film DCI-P3. Là, vous voyez, il me donne pour la luminosité 48 candela, ce qui est la norme, 47 plutôt, enfin 47-48. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais me mettre, comme pour moi, c'est-à-dire je vais mettre à 70 candela. Et donc, évidemment, le gamma, je vais le descendre à 2.4, puisque mon écran sera donc plus lumineux qu'à 48. Ici, ce qui se passe quand on fait ça, c'est que on sort du preset qui a été enregistré, du preset tout simplement, qui est dans Palette Master pour le DCI-P3. Alors là, petite chose importante, mais pour Resolve en particulier, il vaut mieux préférer un profil de type LUT 16 bits. Voilà. Et le logiciel vous permet de faire ce choix entre l'un et l'autre. Donc on clique ici et on va les mettre une LUT 16 bits. Voilà. C'est la subtilité pour aller plus loin à cause de la gestion de Resolve. Donc ici, je vais faire démarrer la mesure.
Voilà. Alors, c'est ça que je voulais vous faire voir. Je voulais vous faire voir ça. Comme vous voyez ici, il vous marque que c'est un échec. Alors en fait, c'est un échec. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, alors il y a le delta erreur moyen, qui est celui qui nous intéresse toujours, mais le delta erreur maximal, qui est je dirais l'endroit où la couleur a été loin de la cible, voilà, est aussi important. Et normalement, elle est placée à 8 quand on fait un DCI-P3 avec le preset de Palette Master. Pourquoi? Parce que, bien, tout simplement, l'écran n'arrive pas à afficher la totalité de cet espace. Donc fatalement, quand on regarde ici les résultats, il nous met un échec parce qu'il voit que la valeur maximale, le patch qui est le plus loin de la cible, il y en a un qui est à 7,79, et on voit ici que c'est celui-là le rouge. Et si vous regardez, vous voyez que le vert est à 2,26, quand même, mais de 40, on n'a je dirais, aucune couleur qui est passée aussi loin, il n'y a que le rouge. Alors c'est intéressant d'aller regarder pourquoi. Alors d'abord, je vais devoir faire terminer, hein, histoire que tout ça soit installé. Et maintenant, je vais aller ouvrir un outil. Alors, on va ouvrir quel outil pour ça? On va prendre ICC Profile Info. Voilà. Pour qu'on voit un petit peu où on en est. Ici, je vais choisir, puisque c'est un DCI-P3, je vais choisir lequel? Celui-ci, voilà. Et je vais être en perceptuel. Tac. Donc, comme vous voyez, quand on regarde comme ça, donc là, on est d'accord qu'on est sur un DCI-P3. C'est celle que je viens de faire, avec une lutte 16 bits. Je vais le mettre en AB parce qu'on va mieux voir le problème. Et là, regardez à cet endroit-là. Vous voyez que sur les rouges, il ne vient pas dessus. Alors, comme vous pouvez le voir, il faut que je me mette que sur celui-là, d'ailleurs, pour le voir, parce que partout, je suis bon, parce qu'il y a juste une toute petite faiblesse sur les rouges. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, on n'est pas du tout à 90%. Alors, je vais tenter de regarder une présentation en 3D, en sachant qu'avec ma connexion Internet, puisque ça passe par Internet, ça m'étonnerait que ça se passe bien, mais on va quand même essayer. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, tant que je ne touche pas, il ne se plante pas. Mais vous allez voir ici, vous voyez que le profil, les fils sont la cible, la couleur, c'est ce qu'on a obtenu. Donc, on voit qu'ici, vous voyez, le manque, il est là. Mais quand vous voyez l'espace, la taille de l'espace, il ne saute pas, tout va bien jusqu'ici. Ah voilà, bon, c'est parti. Donc quand je vais essayer quand même de vous le faire voir en espérant qu'il ne va pas planter. Voilà. L'espace est énorme. Donc là, hop, bon, c'est embêtant, impossible de le faire fonctionner. Voilà, c'est bon, voilà, comme ça. Comme vous voyez, il manque très très peu. Hein. Donc les 90%, non, pour moi, on est, voilà, ici, on le voit beaucoup mieux, ce qui manque, c'est ici. Vous voyez, donc on est vraiment très très loin. Hein. Je veux dire, on est à, je sais pas, on est peut-être à 98, 99%. Sauf que les fabricants mettent toujours une valeur inférieure à ce qu'ils obtiennent en résultat. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un se plaigne comme quoi il ne va pas aussi loin, quoi. Voilà. Ah, ça y est, je peux le tourner sans que ça plante. Super. Donc voilà, donc on voit que j'ai pas de manque, il n'y a que sur cette partie rouge, voilà qui fait ce manque, et c'est pour ça que vous avez cette erreur. Si vous voulez voir ce que ça donne, je vais essayer de vous en mettre un, donc Rec 709, voilà, je vais en mettre un que j'ai fait récemment, DCI-P3, Rec 709, voilà, en voilà un. Hop là, je l'envoie, tac, vous voyez que là, bon voilà, là, en Rec 709, fatalement, j'ai beau me mettre dans toutes les positions, et même si je fais ça, vous allez voir que, bon, en Rec 709, fatalement, c'est nickel. Hein. Mais bon, c'est un peu normal. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas du tout de manque nulle part. Il n'y a pas non plus de trou. C'est ni trop, ni trop peu. Voilà, donc là, ça se passe mieux parce que c'est plus léger à manier. Donc voilà, donc comme vous voyez, là, le profil est nickel, nickel. On sentirait peut-être ici un poil, vraiment. Ça serait plus qu'un poil, voyons voir si je peux le voir. Voilà, je le vois ici, voilà, ici. Un peu dans les violets.
Et d'ailleurs, si je regardais le résultat, j'imagine que c'est là où j'aurai le delta erreur maximal le plus important dans ces couleurs violettes, puisque je vois qu'elle est là, là. Mais vraiment, comme vous voyez, c'est peanuts, quoi. Gestion par l'OS, c'est un petit peu bizarre. Les résultats sont probablement là. Gestion en calibration hardware, c'est très très bien. Hein, voilà. Donc toujours est-il que ça marche comme ça. Pour ce qui est des viewers et tout, je suis moyennement satisfait aussi du retour. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est-à-dire que quand on laisse l'operating system et la puce M1 gérer la colorimétrie, voilà, c'est pas aussi bon, nettement pas aussi bon. Alors maintenant, qu'en est-il d'utiliser DisplayCal avec un appareil avec un Big Sur et une puce M1? Je dis un Big Sur parce que peut-être qu'on aurait le même problème sur un ordinateur Big Sur sans puce M1. C'est peut-être le problème est peut-être de l'OS Big Sur à l'heure actuelle. Comme sur mon autre machine, je ne suis pas en Big Sur, eh bien, au final, je n'ai qu'avec ce Mac M1. Voilà. Donc, ici, lorsque vous installez, à l'heure où je fais cette vidéo, lorsque vous installez DisplayCal, il vous propose de télécharger le CMS Argyle 2.1.2. Alors, ce CMS, c'est bien le CMS qui fonctionne normalement à l'heure où je vous fais cette vidéo avec DisplayCal. Cependant, ça ne fonctionne pas avec Big Sur, et en tout cas avec la puce M1 aussi, ou peut-être Big Sur. Voilà. Argyle a déjà fait une mise à jour qui est le 2.2, mais le 2.2, l'operating system, Big Sur et la sécurité n'arrêtent pas de vous bloquer, comme quoi il ne sait pas d'où ça vient, patati patala, impossible de passer. Vous avez beau forcer en lui demandant d'ouvrir quand même, il vous réembête, dès que vous lancez la calibration, ça replante, impossible d'en sortir. Donc encore une fois, première semaine d'octobre, comme je voulais faire ce test, j'ai vraiment insisté et j'ai été trouver une solution, enfin avec les développeurs et le forum de DisplayCal au final, hein, qui est de transformer votre 2.1.2 en 2.1.3. Il faut changer certains fichiers dans les valises, mais c'est quand même une solution très bricolage. Hein. Et d'ailleurs, alors ça se passe bien. D'ailleurs, si vous faites ça, vous verrez qu'à la fin, lorsqu'il a tiré la lutte, tous les écrans sont noirs. Vous paniquez pas, l'ordinateur n'est pas planté, la calibration n'est pas plantée. Vous devez aller derrière, débrancher le cordon de votre écran pour le remettre, parce qu'en fait, à la fin, il plante tout, il ne sait plus où il en est. Mais ça ne change rien sur la lutte qui est sortie. Hein. Elle est bien traitée, il n'y a pas de problème. Il y a un petit truc, par contre, qui n'arrive pas à enregistrer avec cet operating system. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même des petites choses, c'est un peu du bricolage, mon histoire. Hein. Mais bon, à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, très certainement qu'entre DisplayCal et Argyle, ils auront trouvé la solution. Mais toujours est-il qu'à l'heure où je fais cette vidéo, utiliser DisplayCal sur un M1 et Big Sur, c'est possible, mais je me suis quand même un peu pris la tête. Les luttes qui seront sorties seront correctes, mais voilà, vous allez quand même un petit peu... c'est un petit peu... Déjà, l'installation est un petit peu... je dirais, du bricolage, quelque part. Ça vous demande de mettre un peu les mains dans le cambouis. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas du plug and play. Hein. On est bien d'accord. Absolument. Comme d'ailleurs sur cette puce M1, l'installation d'une carte D-Link ou d'une TraStudio. Hein. C'est pas du plug and play. Alors encore une fois, j'espère que les choses vont évoluer. Mais voilà où on en est. Je voulais vraiment faire le test aussi avec cet appareil parce que je sais que certains d'entre vous, avec DaVinci Resolve, ont acheté un Mac Mini. C'est une bonne machine, mais la gestion de la couleur, c'est un peu délicat. Je ne peux que vous engager à aller prendre un écran à calibration hardware, puisque là, vous aurez plus ce souci, on est d'accord. Plus de problème de gestion sur les viewers, parce que ça sera une calibration hardware. Et si vous utilisez un de ces écrans en monitoring, vous faites la calibration hardware et vous laissez la calibration hardware fonctionner. Vous n'avez pas besoin d'installer un DisplayCal dans ces cas-là, ça marchera très bien. Donc c'est pour moi, à l'heure actuelle, la solution la plus facile, la plus évidente, si vous travaillez avec un Apple à puce M1. Voilà. Alors, vous avez différents choix de la gestion de la couleur sur DaVinci Resolve avec un Benq SW271C. En fait, vous avez trois options qu'on va voir plus précisément maintenant. Première option, l'écran est branché directement à l'ordinateur. Vous calibrez votre écran avec le logiciel Palette Master Element et la calibration est en hardware. Sur DaVinci Resolve Studio, vous avez accès au monitoring avec la fonction vidéo clean feed. Deuxième option, l'écran est branché à une carte Blackmagic Design.
vous calibrez votre écran avec le logiciel Palette Master Element et la calibration est en hardware. Avec DaVinci Resolve, vous paramétrez les préférences de la carte Blackmagic et vous n'utilisez pas de LUT. La calibration est en hardware. Troisième option, l'écran est branché à une carte Blackmagic Design et vous créez avec DisplayCal une LUT 3D. Vous utilisez toujours Palette Master Element pour la calibration en hardware et avec le logiciel gratuit DisplayCal, vous créez une LUT 3D que vous chargerez dans DaVinci Resolve. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez beaucoup de choix possibles, hein. Vous pouvez aussi bien brancher votre écran directement et utiliser la fonction Video Clean Fit quand vous avez un DaVinci Resolve Studio. C'est pour moi un peu moins bon quand même, soyons clairs, hein, c'est un peu moins satisfaisant. Si vous avez une carte Blackmagic et que vous avez un écran à calibration de hardware, vous n'êtes pas obligé de tirer une LUT 3D. Je trouve que c'est très valorisant déjà, pour la plupart des écrans en tout cas. En tout cas, sur le Bank, ça marche vraiment très très bien. Vous pouvez aussi tirer une LUT 3D. Vous pouvez encore utiliser un autre outil plus puissant pour aller créer la calibration hardware de votre écran, hein, donc avec un SpectraCal ou un Color Space. C'est aussi une version possible. Vous pourrez bien sûr faire appel à un professionnel pour qu'il aille tirer une LUT 3D à travers votre Resolve avec un SpectraCal ou avec un Color Space déjà. Il y a un matériel beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus poussé au niveau de l'acquisition. Mais je rappellerai quand même, encore une fois, que Display Plus, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Un point encore que je rappelle, c'est la destination. Selon l'endroit où vous avez placé votre vidéo, si c'est pour faire du YouTube, si c'est pour une chaîne télé, si c'est pour un festival de cinéma, si c'est pour... Eh bien, selon ce que vous allez faire, il peut être plus ou moins intéressant d'avoir un monitoring plus saturé ou plus juste ou plus vraiment qui respecte la norme, hein. Je trouve que, par exemple, quand on fait du YouTube, avoir un monitoring un peu flatteur, c'est plutôt un avantage. Mais c'est aussi une histoire d'habitude, hein. C'est-à-dire que si vous savez, par exemple, que votre film va partir sur YouTube et que vous avez un monitoring qui est très très juste, qui n'est pas flatteur, qui est vraiment très juste, à vous de vous dire attention de ne surtout pas avoir la main lourde sur la saturation, hein, parce que vous savez très bien que ça va être saturé derrière, hein. C'est une manière de voir la chose, hein. Vous pouvez aussi faire une chose, ça m'arrive de le faire parce qu'on sait très bien que sur YouTube, par exemple, sur Vimeo, mais YouTube, parfois, le rendu est terrible, hein. Donc vous pouvez aussi faire une chose, c'est faire, je le fais régulièrement moi, c'est que vous pouvez faire un petit bout de film dans Resolve, vous découpez un petit bout de film sur lequel vous avez fait l'étalonnage et vous le chargez en non répertorié sur YouTube, vous le laissez travailler pour voir comment il va travailler cette masse, hein, et quel rendu vous allez obtenir, hein. Parfois vous êtes un peu surpris. Malheureusement, on perd souvent quand même pas mal en qualité, hein, voilà. Donc ça peut être aussi intéressant de voir par ce test si jamais vous êtes, je dirais, si jamais vous êtes d'accord avec le résultat que vous obtenez, hein, auquel cas vous pouvez revenir après sur Resolve pour aller faire des modifications et pour essayer de vous adapter un peu à ce rendu, hein. Même si sur DaVinci vous avez déjà des fils pour YouTube, malheureusement ça vous laisse peut-être pas assez de choix. Par exemple, pour tout ce qui est compression, hein, je trouve que moi, je me mets souvent en custom, et voilà, et je vais travailler. Et après, au fur et à mesure, vous allez vous habituer à savoir, par rapport à votre écran, voilà, comment vous devez ressentir la saturation, le contraste, lorsque vous produisez un film qui doit être envoyé après sur une chaîne YouTube. Ça devient une habitude après, hein, voilà. Bon. Comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. Je remercie encore mes partenaires, la société Bank et la société PBS Vidéo, pour l'aide qu'ils m'ont apportée pour la réalisation de cette série. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.